Veuillez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin au Havre pour ouvrir un procès historique, celui des pollutions industrielles. Quelques préalables. Pour favoriser la bonne tenue du public, je tiens à vous rappeler qu'en cas de débordement, je serai contraint de tenir ce procès à huis clos. Dans vos prises de parole, je vous sommerai d'étayer vos propos d'exemples concrets et de veiller à éviter tout propos générique ou trop englobant. Sur scène, nous sommes au théâtre. Le rôle d'avocat et de procureur seront caricaturaux à dessein. Que vous soyez élu, industriel, expert ou citoyen, l'objectif de ce tribunal est d'ouvrir un débat sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et que je rappelle, en matière de pollution industrielle, tout est-il sous contrôle? Avant de poursuivre, il est de mon devoir de clarifier que ce procès reste fictif. En revanche, les enjeux que nous allons traiter, eux, sont bien réels. Nos échanges doivent donc porter sur les faits, rien que sur les faits. Je déclare maintenant ce procès ouvert. J'accueille ainsi la Cour, composée d'un représentant de chaque partie prenante sur le sujet, à savoir la Direction générale de la prévention des risques, le Bureau de recherche géologique et minière, France Nature Environnement, France Chimie, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, les instituts éco-citoyens Fos, Berre et de l'Aude, la métropole de Lyon, l'UFIP Énergie et Mobilité, ainsi que la ville de Montreuil. Je vous demande également d'accueillir le procureur et l'avocat de la défense. Nous entendrons successivement à la barre 3 témoins qui partageront leurs expériences et leur expertise sur les pollutions industrielles. Vous, public, serez ensuite mis à contribution pour étayer l'argumentaire du procureur général ou de l'avocate de la défense. En effet, vous disposerez de 20 minutes en groupe de 2 à 3 personnes pour enrichir d'arguments et d'exemples leur plaidoirie en vous basant sur vos propres expériences. Le procureur, Maître Brachet, accusera les pollutions industrielles de ne pas être sous contrôle, tandis que Maître Mola sera l'avocate chargée de les défendre. Pour commencer, je demande à Madame la greffière de venir à la barre et de nous présenter l'accusé jugé ici. Madame la greffière, pouvez-vous nous rappeler l'état civil de l'accusé? Non, pollution industrielle. Définition. Les pollutions industrielles sont des substances rejetées par les usines sous forme d'effluents, de déchets et d'une façon générale apportées par l'activité humaine dans un environnement qui n'en contenait pas. Elles peuvent être gazeuses ou particulaires, elles sont métalliques ou organiques. Il existe une extrême diversité de substances et de mélanges chimiques. On dit qu'il en existe plus de 350 000, mais elles sont en fait innombrables puisqu'on en découvre quasiment tous les jours. Lieu et année de naissance, inconnus. Leurs ancêtres remonteraient à l'âge de fer, voire à la guerre du feu. Si elles se sont intensifiées à l'époque moderne avec l'industrialisation et le besoin d'énergie, elles sont liées à l'activité humaine et au désir de production et de confort. Elles sont présentes dans l'eau, l'air, les sols, les végétaux, les animaux, les humains. Merci Madame la greffière. Je vais maintenant exposer les 3 chefs d'accusation retenus contre l'accusé pollution industrielle. Les pollutions industrielles sont accusées d'être complexes, méconnues et cachées, d'altérer la santé, l'environnement et le cadre de vie, de diviser et de générer des conflits. Ces chefs d'accusation sont cadrés par le Code de l'environnement, la directive IED sur les émissions polluantes, mais aussi par certaines conventions internationales telles que la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique ou la Convention de Rotterdam sur la gestion des pollutions. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins. J'appelle donc notre premier témoin, M. Jan Lankosz. Monsieur Lankosz, vous êtes titulaire d'une thèse en toxicologie, maître de conférence à l'Université du Littoral Côte d'Opale et biostatisticien à l'Observatoire local de la santé de Dunkerque. Vous êtes également conseiller municipal délégué à la qualité de l'air et de l'eau
en lien avec la santé et l'environnement à la ville de Dunkerque. Monsieur Landkos, jurez-vous en levant la main droite de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Vous êtes désormais sous serment. Confirmez-vous les faits précédemment énoncés? Oui, on va essayer de vous apporter quelques éclairages. Alors avant de commencer, si on parle de pollution industrielle, juste rappeler un peu d'un élément de contexte. Je vais vous parler beaucoup de pollution de l'air, puisque c'est plutôt ma spécialité. Dans le monde, si on regarde au niveau mondial, on a à peu près 90% des émissions dans l'air qui sont liées aux activités naturelles. Les feux de forêt, les éruptions volcaniques, les embruns marins, le renvol de poussière de sol, ça constitue une grosse partie de la pollution qu'on trouve dans l'air. Donc on n'a finalement que 10% de la pollution qui vient de nos activités, propres activités. Mais ça, c'est au niveau mondial, parce qu'au niveau local, on se rend compte qu'on a des grosses disparités et qu'on a énormément d'émissions qui peuvent être liées à des activités humaines. Parmi ces activités, si je regarde par rapport au territoire dans lequel moi j'évolue, on a estimé qu'à peu près 20% des émissions venaient des activités industrielles. Donc ça veut dire qu'il reste encore 80% des émissions qui sont liées à d'autres phénomènes que les phénomènes industriels. Mais par exemple, dans ces 20% d'émissions industrielles, pour certains polluants, parmi les nombreux polluants qu'on est capable de mesurer dans l'air, certains viennent quasiment exclusivement de l'industrie. Par exemple, sur notre territoire, si on prend l'exemple de l'arsenic, 90% de l'arsenic vient des émissions industrielles. On retrouve ce même constat pour, par exemple, le 1,3-butadiène, qui est un polluant qui n'est pas encore très, très connu, mais en tout cas, ce polluant-là vient essentiellement de l'industrie du plastique ou de l'utilisation industrielle. Donc pour ces pollutions-là, finalement, il faut trouver un certain sens et il faut être capable d'aller mesurer et d'aller évaluer ces pollutions parce qu'elles sont présentes sur le territoire. Si maintenant on regarde sur le côté plutôt santé, ce qu'on va constater, c'est qu'au niveau mondial, on estime que la pollution causerait entre 6 et 7 millions de décès prématurés dans le monde. Alors on parle bien de décès prématurés, on ne meurt pas de respirer l'air, mais par contre, le fait de respirer un air pollué va aggraver certaines pathologies présentes. Dans les pathologies, on va retrouver en premier les maladies cardiovasculaires, on va retrouver aussi tout ce qui est maladies chroniques respiratoires, et puis certains cancers, dont les preuves maintenant sont clairement établies que le fait de respirer un air pollué va aggraver ces maladies-là. Si on prend au niveau local, puisqu'on est en France, on estime que c'est 25 000 personnes qui meurent chaque année de dégradation de maladies liées à la pollution, parmi lesquelles on a réussi à classer différents polluants de l'air, les particules fines, pour à peu près 15 000 personnes, 4 000 personnes sur les oxydes d'azote et 3 000 personnes sur l'ozone. Donc déjà, dans l'état des lieux, ces trois polluants-là sont des polluants qui ont été ciblés et identifiés comme étant vraiment problématiques et qu'il va falloir vraiment travailler dessus, puisque derrière, on sait que c'est responsable de maladies. Après, sur le volet pollution, on l'a dit, la pollution, elle est complexe. Elle est complexe, elle est multiple. On est capable, dans les laboratoires, de mesurer près de 3000 espèces présentes dans l'air, 3000 espèces pour lesquelles on n'a pas forcément des réponses pour tous les polluants. On connaît les majoritaires, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait des polluants sur lesquels on n'a pas d'informations ou très peu d'informations? Donc c'est toute la difficulté des travaux menés et justement de répondre à cette question de, finalement, le lien entre la pollution et la santé, la pollution industrielle et la santé, jusqu'où on va dans la mesure, jusqu'où on va dans la compréhension des polluants. On a des laboratoires de recherche partout sur le territoire qui travaillent sur les composés eux-mêmes. Là, ils connaissent les dangers de tous les composés. Par contre, on a du mal à explorer l'effet multipolluant, c'est-à-dire qu'on n'est pas exposé qu'à un seul polluant, on est exposé à des dizaines de polluants tous les jours. Est-ce que la réglementation est suffisante pour ces polluants? Justement, c'est la grande partie qui reste, je pense, à explorer et pour répondre en partie à la question qui est posée, est-ce que tout est sous contrôle? J'ai tendance à dire que pour les polluants réglementaires, une grande partie est sous contrôle. On connaît maintenant l'effet des particules fines, on connaît l'effet de l'azote, on connaît l'effet de l'ozone sur la santé. C'est des polluants qui sont réglementés, c'est des choses qu'on connaît. Par contre, quelle est la question de tous ces polluants dits émergents ou polluants éternels? Cette question-là, elle n'est pas encore tranchée. C'est-à-dire qu'on sait, on connaît un certain nombre de polluants qui sont problématiques pour la santé ou pour l'environnement, qui peuvent causer un certain nombre de pathologies, mais pour lesquelles aucune réglementation n'existe encore. Ou en tout cas, entre le temps consacré à la recherche et à la découverte de ces polluants-là et le temps de la réglementation, on a l'impression qu'il y a un délai qui est très très long. Et donc, pour conclure sur ce propos,
on va vous demander de dire est-ce que tout est sous contrôle. Pour ma part, on a une grande partie qui est sous contrôle. Et tout le monde fait son travail finalement pour vérifier la présence de certains polluants dans l'air. Par contre, on a encore des défis énormes sur un certain nombre de polluants. La question de l'ozone qui n'est pas complètement tranchée, et la question de tous les polluants émergents et des polluants éternels qui feront l'objet de discussions et sur lesquels il va falloir vraiment qu'on puisse prendre à bras le corps ces questionnements-là. Merci, monsieur. Vous pouvez regagner votre siège. J'appelle maintenant à la barre monsieur Sébastien Denis. Monsieur Denis, vous êtes ingénieur agronome et directeur santé-environnement-travail au sein de l'organisme Santé publique France. Cette direction pilote des programmes de surveillance centrés sur les expositions et la santé des principaux enjeux liés à l'environnement, dont l'impact de l'activité industrielle. Monsieur Denis, jurez-vous en levant la main droite de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Vous êtes désormais sous serment. Merci monsieur, la parole est à vous. Confirmez-vous les faits précédemment énoncés? Madame Brachère, merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers experts, témoins, collègues, Mesdames et Messieurs de l'assistance, quel honneur de siéger devant cette cour éminente sur cette question éminemment complexe sur laquelle nous sommes en Normandie. J'évoquerai une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc en effet, en partie, et j'irai dans le sens de ce qu'a dit mon prédécesseur, les pollutions industrielles sont sous contrôle. Et bien sûr, je vais me placer sous l'angle de la santé publique, puisque c'est là en ce moment où je travaille, et ce sont des sujets qui me préoccupent et m'intéressent énormément. Et sous l'angle de la santé publique, je rappellerai que la régulation, telle que ça nous a été rappelé ce matin, est un vrai levier pour protéger la santé publique, puisqu'on est dans une démarche de s'assurer que finalement les expositions qui seront amenées par les installations industrielles sont des expositions qui sont acceptables d'un point de vue des risques sanitaires. Donc on est bien dans une logique de préservation de la santé publique, puisqu'on va agir en amont de l'émission de la pollution, et on va s'assurer que ces émissions n'exposent pas, en tout cas de manière à engendrer des risques, les populations riveraines de ces pollutions. Ce qu'on voit en matière de biosurveillance, c'est que l'issue de ces régulations font qu'on a une diminution de l'imprégnation des populations. Donc on pilote des programmes de biosurveillance à Santé publique France, un certain nombre de composés rémanents issus de pollution historique, je pense au PCB, au dioxyne furane, à des métaux aussi comme le plomb. Et historiquement, on voit depuis 20 ans que ces programmes existent, des diminutions de l'imprégnation de la population générale et des enfants aussi assez polluants. Donc c'est une preuve que cette régulation, alors forcément qui n'est pas que centrée sur les problématiques de pollution industrielle, mais qui sont bien plus larges et incluent d'autres réglementations, ont un effet visible sur l'exposition de la population. Donc en partie sous contrôle. Néanmoins, est-ce que c'est suffisant d'un point de vue de la santé publique? Je dirais que non, parce que la santé publique, ce n'est pas que le lien d'un individu à un site industriel. La santé d'un individu, c'est bien sûr des déterminants environnementaux, la question du lien avec l'industrie qui est à côté de ma résidence, mais c'est aussi d'autres facteurs systémiques, donc peut-être qu'à côté de cette industrie, il y a d'autres industries où on est à côté d'une zone industrielle. On est peut-être, par le biais de son métier, exposé à des substances chimiques du fait de son activité professionnelle, et donc on ajoute aussi une exposition professionnelle. On a des comportements individuels, on consomme du tabac, de l'alcool, qui vont bien sûr engendrer aussi potentiellement des risques sur la santé, et des risques sur des événements de santé, en fait, qui sont d'une étiologie multifactorielle et qui peuvent bien sûr inclure des comportements individuels, mais dont une partie, on le sait, sont issus de l'environnement. Parce qu'on sait que l'environnement, à l'échelle mondiale, ça a été rappelé par mon collègue précédemment, est le premier facteur de mortalité au monde. On sait que la pollution atmosphérique, en dépit de ces régulations, engendre encore des décès prématurés à l'échelle mondiale et à l'échelle française. Et ce sont des pollutions sur lesquelles on peut agir, donc contrairement aux événements naturels. Donc, d'un point de vue de la santé publique, c'est pas tout à fait si clair que ça. Il y a encore des marges de progrès. On est dans une démarche dans laquelle on est confronté à de nombreuses incertitudes. Des incertitudes scientifiques, les effets cocktails des substances chimiques, comment ces substances interagissent, comment elles amplifient les risques sur la santé. Des effets, ça a été dit ce matin, liés aux changements globaux et aux changements climatiques en particulier, qui fait peser un poids supplémentaire de risque sur notre activité industrielle, avec des pratiques industrielles qui vont certainement évoluer, ou des nouvelles régulations qui vont lutter en faveur, pour lutter contre les changements climatiques, et qui donc pourraient, on a parlé des batteries au lithium, donc en lien avec les mobilités, mais qui pourraient engendrer des nouveaux risques dont aujourd'hui on n'a pas finalement connaissance. Donc on est dans ce contexte-là où finalement cette question de lien entre la pollution
historique ou à venir et la santé publique est encore confrontée à un grand nombre d'incertitudes. Enfin, en tant que professionnel de la santé publique, la question à laquelle je suis le plus souvent confronté sur un site, c'est la question de l'imputabilité. Et donc, dans ce contexte-là, savoir si la pathologie que j'ai, ou celle de mon voisin, ou celle des enfants des riverains du quartier dans lequel j'habite, sont liées au site industriel, c'est extrêmement difficile à affirmer. Et donc, on a encore des progrès en termes de connaissances, en termes de surveillance des expositions, en termes de recherche à faire pour cela. Alors, comment progresser? 4 pistes, Monsieur le Président, pour essayer d'alimenter la réflexion autour de votre jugement. Le premier, et c'est aussi un sujet qui a été beaucoup abordé ce matin, c'est le devoir d'information, en l'occurrence de la part des agences de santé publique, de pouvoir être en capacité d'estimer le fardeau sanitaire lié à ces pollutions industrielles. Aujourd'hui, je suis en incapacité de vous donner un chiffre sur le nombre de cancers liés à la pollution industrielle. Je ne sais pas. Donc on y travaille, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis plusieurs années et on espère qu'on aura des chiffres qui permettront en partie de répondre aux préoccupations des riverains, mais c'est bien sûr des approches globales et on ne pourra pas répondre site par site. La deuxième piste, c'est la nécessité de consolider, de renforcer la surveillance des milieux, puisque agir sur les expositions, c'est là aussi un premier levier pour la santé publique. Et donc renforcer la connaissance des expositions et aller sur des milieux qu'on connaît un peu moins, les sols, ça a été évoqué ce matin, me semble être un levier complètement pertinent, donc dans l'alignement de du projet de directive cadre sur les sols, pour pouvoir bien appréhender ces différentes expositions et pouvoir aussi rendre accessibles les données d'exposition, parce que connaître les expositions de manière agrégée au comportement de l'environnement, c'est un premier pas vers des mesures, vers la préconisation de mesures de gestion pour réduire ces expositions. Et il ne s'agit pas d'attendre des études longues et coûteuses sur les liens entre l'environnement et la santé, puisqu'on va être sur des événements de santé qui vont pouvoir apparaître plusieurs années après l'exposition aux contaminants. Pour agir, il faut vraiment agir sur la base de la connaissance de ces expositions externes dans les différents milieux pour pouvoir protéger au maximum la santé publique. Alors, ceci nécessite de travailler en intersectorialité. Donc, la mise à disposition des données, c'est un levier important de progrès qui a été réalisé ces dernières années. Ça a été évoqué ce matin. On peut citer aussi l'action du Plan national santé environnement 4 qui a travaillé à la structuration d'un Green Data Forest, donc une plateforme qui met à disposition l'ensemble des données environnementales et qui permet de mieux accéder à l'information. Il y a encore des marges de progrès sur le fait de rendre ces informations interopérables, de pouvoir les utiliser de manière simple et fluide dans des évaluations d'exposition et dans l'évaluation des impacts sanitaires. Et je pense qu'il faut aussi structurer et consolider des actions de recherche, ça a été dit par mon collègue précédemment, sur des problématiques en lien avec des expositions industrielles, par exemple la recherche sur les biomarqueurs d'effet qui permettent d'aller au-delà de la simple mesure des expositions et de caractériser de manière précoce les risques qu'engendrent ces pollutions sur la santé humaine. Et enfin, je pense que ça a été dit aussi, donc un fort besoin de sensibilisation des acteurs, de l'ensemble des acteurs, bien sûr des collectivités et aussi des riverains. Et je pense que là, on a aussi un rôle à jouer pour pouvoir mettre à profit les connaissances scientifiques dont on dispose et aussi informer en amont de situations d'accidents industriels ou de crise sur les limites et les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre par rapport à l'expertise qu'on peut mettre en œuvre. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Vous pouvez regagner votre siège. J'appelle maintenant à la barre Madame Christelle Gramaglia. Bonjour. Madame, vous êtes sociologue à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes spécialisée en controverses scientifiques et techniques sur la pluralité des savoirs sur les pollutions et les risques environnementaux et sanitaires dans les territoires pollués. Madame Gramaglia, jurez-vous en levant la main droite de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Vous êtes désormais sous serment. Confirmez-vous les faits précédemment énoncés? Oui. Merci madame. La parole est à vous. Merci. On dit souvent que les pollutions sont invisibles, et c'est vrai sous leur forme moléculaire. Pourtant, quand elles s'accumulent, dans les sites industriels par exemple, eh bien, elles gagnent en tangibilité. Elles deviennent perceptibles. Et c'est notamment le cas dans les villes dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai mené des enquêtes sociologiques dans plusieurs villes de France et puis même à l'étranger, dont Fos-sur-Mer, Viviers de Cazeville, Salsigne, Salindre et d'autres, pour ce qui est de la France. Et là, ce qu'on voit, c'est que les pollutions qui se manifestent, eh bien, elles le font de manière intempestive, sous la forme de fumée, de couleurs variables, de poussière, d'odeurs désagréables pour ce qui est de l'air, mais aussi de mousse, d'iridescence dans l'eau,
dont le goût et la couleur peuvent s'altérer. Les sols ne sont pas épargnés puisqu'on y retrouve divers résidus. À ces perturbations d'ordre physique, qui peuvent se traduire par des inconforts et des malaises, faisant des pollutions une expérience incarnée par les populations qui vivent là, s'ajoutent des phénomènes de mortalité d'oiseaux, de rongeurs, de poissons, de végétaux, qui sont autant d'indices et de traces, même s'ils sont épars. En fait, ce sont des traces des effets toxiques des substances incriminées. Ainsi, à Love Canal, dans l'État de New York, qui fait figure de cas précurseur pour la justice environnementale, les témoins de l'époque rapportent que les animaux domestiques perdaient leurs poils à pleine poignée. À Salindre, dans le Gard, on m'a raconté que les dents du bétail noircissaient avant que les animaux meurent. À Vivier de Casseville, on se rappelle les poissons morts emportés par la rivière Lot. Et ces phénomènes ont longtemps été minorés ou ignorés, alors que les riverains, avec leurs moyens, tentaient de faire le rapprochement entre d'autres perturbations qu'ils observaient et puis leurs propres problèmes de santé. Est-ce que tout ça est lié ? Pas de réponse. Le souci, c'est que ces expériences incarnées de la pollution, qui vont du simple constat visuel ou olfactif jusqu'à provoquer des irritations de la gorge ou des yeux, sont très rarement prises au sérieux. Elles sont jugées, ces perceptions, ces expériences subjectives et sans intérêt. Alors je me souviens d'une journée passée sur le terrain à Fos-sur-Mer. J'interviewais des riverains, des pêcheurs, pendant un épisode de torche dans une raffinerie qui avait généré d'épaisses fumées noires, particulièrement incommodantes, je tiens à le préciser. La radio, que j'écoutais dans ma voiture en rentrant chez moi, avait immédiatement relayé un message rassurant des autorités. Les capteurs de l'Association de surveillance de la qualité de l'air n'avaient rien détecté d'anormal, comme s'il ne s'était rien passé, comme si les inconforts et les malaises des riverains pouvaient être balayés d'un revers de main. Alors, je ne veux évidemment pas remettre en question les performances des capteurs dont on a grand besoin pour quantifier les pollutions. Par contre, je pense qu'on ne peut que s'étonner du niveau de déconnexion entre, d'un côté, la mesure, les expériences sensibles et le sens commun. D'autant que chacun sait que les dispositifs métrologiques sont très performants, mais ils sont en nombre limité, et puis ils sont calibrés pour connaître les pollutions en fonction de certains critères, et pas d'autres, parce qu'ils ne peuvent pas tout mesurer. Comment alors imaginer qu'ils soient en capacité de saisir tout ce qui se passe dans des territoires aussi complexes que les territoires industriels ? Je me demande dans quelle autre affaire est-ce qu'on disqualifierait comme ça les témoins directs, sans se dire que le vécu des populations locales pourrait guider la surveillance, si on ne veut pas passer à côté de quelque chose. Alors la conséquence de cette disqualification des expériences incarnées, des perceptions, c'est que les pollutions ont des effets corrosifs sur le tissu social. Quand les perceptions des populations sont niées, on voit se développer des tensions et des conflits. Les communautés contaminées, ça c'est pour reprendre une expression d'un sociologue qui s'appelle Michael Edelstein et qui a travaillé aux États-Unis sur plusieurs fronts industriels, eh bien ces populations-là, elles sont sujettes à ce qu'on appelle l'insécurité ontologique. Le territoire et la maison n'y sont plus tout à fait des refuges, mais peuvent devenir à certains égards dangereux. Les doutes sur l'étendue dans l'espace et le temps des nuisances et des risques génèrent beaucoup d'anxiété. Dans certains cas, il y a des mobilisations qui peuvent s'organiser pour obtenir des réponses, mais lorsqu'elles échouent, et en particulier quand le discours des autorités va à rebours des expériences, eh bien ça génère de la colère et de la défiance. On observe aussi du repli sur soi, de l'anomie. Les familles, les voisins peuvent renoncer à des pratiques sociales qui cimentaient les liens, jusqu'à parfois se déchirer sur l'attitude, l'interprétation et l'attitude à adopter. Jardiner, faire du sport en extérieur,
seul ou en groupe, inviter des proches chez soi. Tout ce qui fait le sel de la vie sociale, en fait, peut être menacé, sans que les coûts sociaux de ces expulsions du monde commun soient en fait évalués et compensés. Alors il me semble que pour éviter ce genre de situation, eh bien, il y a différentes réponses qu'on peut observer sur des territoires, dans certains territoires industriels. Je pense aux instituts éco-citoyens pour la connaissance des pollutions. Le premier institut du genre est né à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône il y a à peu près une dizaine d'années, alors que les mobilisations des riverains contre un projet d'incinérateur porté par la métropole de Marseille s'étaient soldées par un échec. Alors il y a eu une décision de justice défavorable, tardive, mais l'installation a été confirmée. Et les questions des populations en matière de santé et d'environnement sont restées sans réponse. Que faire face à cette adversité pour ne pas désespérer? Eh bien, s'organiser, c'est ce que les populations de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis ont fait, pour prendre en charge la production de données territorialisées qui se nourrissent directement des préoccupations, des perceptions et des savoirs des premiers témoins de la pollution. Il faut changer de paradigme en passant de nouvelles alliances entre scientifiques et riverains pour apporter de nouveaux éclairages, pour faire varier les paramètres, tout ce qu'il faut observer pour comprendre les pollutions. Et je pense que ce qui a été tenté là, dans ces villes-là, tant sur le plan épistémologique que social et politique, est une vraie innovation. Et ça devrait inspirer tous ceux qui, pour l'intérêt général, voudraient imaginer d'autres métrologies plus précautionneuses et démocratiques qui raviveraient la confiance, on en a bien besoin, entre les autorités et les populations. Alors je pense que les pollutions ne sont pas une fatalité. Elles requièrent cependant que nous travaillions ensemble autrement pour faire sens en commun de nos conditions de vie altérées par la pollution, par-delà les oppositions stériles entre une expertise professionnelle et le sens commun, comme nous y invitent un certain nombre de philosophes, dont Isabelle Stengers, qui a beaucoup travaillé sur la chimie aussi. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci madame, vous pouvez regagner votre siège. Bien, merci à nos 3 témoins. C'est maintenant à votre tour, membres du public, de témoigner par écrit. Vous allez former des groupes de 2 à 3 personnes avec vos voisins et voisines. Vous êtes libre de choisir et, si vous le souhaitez, de contribuer aux propos de l'avocat de la défense ou de ceux du procureur. Vous disposez de 20 minutes pour proposer des arguments et des exemples issus de votre expérience, de votre expertise, pour étayer chacun des 3 chefs d'accusation. Rappelez-vous, si vous êtes procureur de la partie civile, charge à vous d'établir avec votre groupe un réquisitoire argumentant que les pollutions industrielles ne sont pas sous contrôle et donc de démontrer chacun des chefs d'accusation. Vous êtes contre la problématique qui est posée, les pollutions industrielles sont-elles sous contrôle? Si vous êtes avocat de la défense, charge à vous d'élaborer une plaidoirie soutenant que les solutions industrielles sont sous contrôle et donc de démontrer que les chefs d'accusation sont infondés. Vous êtes donc pour la problématique, sous contrôle. Contrairement aux témoins, vous n'êtes pas sous serment, donc vos contributions seront anonymes. Dans chaque groupe, désignez un scribe en charge de prendre en note vos arguments sur l'outil en ligne Mentimeter. Les QR codes correspondant au dos de vos badges sont à scanner avec un téléphone portable. Il y en a 2, un pour chaque partie, pour ou contre, procureur ou avocat de la défense. Je le rappelle, groupe pour procureur, vous scannez le QR code correspondant, à savoir le QR code contre. Groupe de l'avocat général, vous scannez le QR code pour. L'avocat général, maître Mola, et le procureur général, maître Brachet, porteront certains de vos arguments devant la cour. Ils seront dans la salle pendant que vous contribuez. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, vous pouvez simplement lever la main. Je lève donc la séance. Place à vous. Bien, mesdames et messieurs, nous allons reprendre. Merci pour vos contributions. Il est à noter que nous en avons eu 47 pour le procureur général et 29 pour l'avocate de la défense.
Il est également à noter que l'ensemble de ces contributions ont été versées au dossier et certaines seront utilisées, incluses dans la plaidoirie et le réquisitoire à venir. Mesdames et messieurs les jurés, le temps est venu du réquisitoire de la partie civile, puis, comme il se doit, viendra le plaidoyer de la défense. Nous vous demandons de rester silencieux pendant que chaque partie expose ses arguments. Rappelez-vous que sur scène, nous sommes au théâtre, les rôles d'avocat et de procureur seront caricaturaux à dessein. J'appelle donc à la barre le procureur général, maître Brachet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, c'est avec émotion que je me présente devant vous aujourd'hui pour plaider. Certains me trouveront peut-être excessif, mais je n'hésite pas à qualifier le moment que nous vivons d'historique. Ce sont en effet les pollutions industrielles qui comparaissent aujourd'hui. Le sujet me tient à cœur et je sais que c'est aussi le cas pour nombre d'entre vous. Vous le savez comme moi, les pollutions remettent en cause des projets de vie. Songez à tous ces gens qui ont souhaité quitter leur appartement en ville pour s'installer à la campagne afin d'avoir un jardin, un potager, un poulailler qui aujourd'hui ne peuvent ni consommer leurs légumes ni manger leurs œufs. La question qui nous est posée, je la rappelle, est donc, quand il s'agit des pollutions industrielles, tout est-il sous contrôle? Alors, je ne vous ferai pas l'affront d'envisager qu'une autre réponse qu'un non ferme et définitif puisse exister. Non, à mon sens, les pollutions industrielles ne sont pas sous contrôle. D'abord, parce qu'on n'en connaît pas suffisamment les effets et que la réglementation est lacunaire. Ensuite, parce que la réalité de leurs impacts sur la santé et l'environnement sont trop importants. Et enfin, parce que personne n'a de vision générale des pollutions et que chacun des acteurs chargés d'en assurer la régulation travaille seul, ou presque. Tout se passe sur ce terrain, sans consultation, ou presque. Vous en conviendrez donc avec moi, Mesdames et Messieurs les jurés, les pollutions industrielles ne sont absolument pas sous contrôle. Commençons par un constat. Quand on s'intéresse aux pollutions industrielles, c'est un abîme qui s'ouvre sous nos pieds. Nous l'avons dit, il en existe plus de 350 000 sortes. Mais leurs effets et leur toxicité ne sont connus que pour une infime fraction d'entre elles. Vous avez entendu nos témoins, tous experts, expertes de ces questions. Eux-mêmes avouent leur ignorance. Quand même les plus savants sont perdus, comment soutenir qu'un contrôle existe? Une question s'impose. Pour chaque nouvelle substance, pour chaque nouvel usage, assez de moyens sont-ils investis pour définir les risques qu'elle présente et comprendre comment les limiter? Vous en conviendrez avec moi certainement, non. Chaque jour, la recherche et l'innovation nous simplifient la vie. Mais à quel prix? Nous sommes incapables de dire quelles en sont, et plus encore quelles en seront les conséquences sur nos environnements et sur notre santé. Dans la salle, parmi vous, certains ont rappelé que dans la vallée de l'Avre, la plupart des pollutions industrielles ne sont pas connues et minimisées dans l'information. Seul le chauffage au bois, disiez-vous, est mentionné, mettant en cause les citoyens. De surcroît, même pour les substances existantes, la réglementation reste lacunaire. Certaines dont nous connaissons maintenant les effets écologiques et sanitaires ne font l'objet d'aucune régulation. Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter notre première pièce à conviction, le rapport de l'ANSES sur les polluants non réglementés publié en 2016. Celui-ci indique clairement que certains polluants atmosphériques ne sont pas pris en compte dans la réglementation actuelle et ne font pas l'objet d'un suivi réglementaire. Ils ont pourtant des impacts néfastes démontrés sur la santé ou sur l'environnement. Vous en perdez votre stylo, Monsieur le Président. Les particules ultra fines ne sont ainsi pas du tout réglementées, alors même qu'elles sont plus nocives que les particules de taille supérieure. Elles pénètrent en effet plus profondément dans l'organisme et peuvent être responsables à la fois de l'apparition de nouvelles pathologies, mais aussi de l'aggravation de maladies préexistantes. Je n'ai cité ici que 2 exemples de molécules non prises en compte, mais il y a aussi infiniment d'autres éléments à dénoncer. L'approche réglementaire se fait par site industriel sans tenir compte des effets globaux. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que différentes molécules peuvent se combiner, créant de nouvelles substances polluantes. Bien sûr, aucune réglementation n'en tient compte. Puis dans la salle, vous rappeliez juste avant, je parle de 2 exemples de molécules, vous m'avez parlé également des PFAS. On pourrait également parler de l'absence de seuil, l'absence de valeur toxicologique, dites-vous, de référence sur les PFAS et générateur de conflits entre élus et population, en l'absence de recommandations claires des autorités sanitaires. Merci à vous pour ce brillant exemple. Dans ce contexte,
Il n'est plus question de savoir si tout est sous contrôle. Reconnaissons plutôt qu'une réglementation trop simple, pour ne pas dire simpliste, ne peut pas toujours nous aider à contrôler des phénomènes qui, nous l'avons vu, s'avèrent complexes. Nos experts l'ont souligné, l'impact des pollutions industrielles sur la santé est prouvé. L'exposition à tout type de substances polluantes, dans l'air, dans l'eau ou dans les sols, a des conséquences multiples sur la santé de celles et ceux qui y sont exposés. Prenons le cas de la pollution de l'air. Chacun de nous y est sujet, avec des conséquences indéniablement néfastes. Les multiples rapports des agences de santé sur le territoire national, aussi à l'international avec l'OMS, sont sans ambiguïté sur ce point. J'en veux pour preuve notre deuxième pièce à conviction. Monsieur le Président, je vous présente un article de la revue médicale internationale de Lancet. Les auteurs estiment à 9 millions par an, le nombre de décès prématurés dus à la pollution dans le monde. Bien sûr, les sources de pollution sont multiples. Mais qu'en est-il des pollutions émises par les industries de toute nature ? L'état de santé des habitants des territoires industriels, cela a été prouvé, est affecté par les pollutions. On en parlait encore grâce à nos témoins. Les chercheurs ont relevé des cas de diabète, de cancer ou encore de problèmes cardiovasculaires. Pièce à conviction numéro 3, Monsieur le Président. Ce sera ma dernière pièce à conviction. Les études de l'INVS en 2010 et en 2011 sur le territoire de Port-Saint-Louis et Fos. Ces études expliquent clairement que ce sont des zones où la santé des habitants est fragilisée. Ils sont exposés à de multiples pathologies dont la prévalence est bien plus importante qu'en population générale. C'est un fait connu. Mais personne ne semble capable d'établir un lien entre ces pathologies et les polluants auxquels sont exposés les riverains des industries de la zone. Personne ne semble s'intéresser à leur cause. Personne ne se penche sur l'hypothèse que leurs multiples problèmes de santé n'ont qu'une seule et unique cause, la présence à proximité d'industries rejetant des substances polluantes. Alors pourquoi ? Mais parce qu'aucun moyen, aucune ressource n'est allouée à ce champ qui permettrait pourtant des avancées précieuses pour chacun des habitants des territoires où sont implantées des industries. Imaginez, mesdames et messieurs les jurés, combien de vies pourraient en être changées. Un autre exemple qui nous vient de l'audience. Le monde médical s'inquiète de l'apparition de maladies et reste sans réponse. Asthme chez les enfants et récemment chez les sportifs. Nous l'avons vu, mesdames et messieurs les jurés, nous en avons peu, bien trop peu, sur les effets des pollutions industrielles, sur les écosystèmes et sur la santé des habitants qui y sont exposés. Mais surtout, personne ne dispose d'une vision d'ensemble de la question. Les différents acteurs impliqués ne collaborent pas et ne traitent trop souvent que partiellement du sujet. Chacun se concentre sur son domaine de spécialité, l'eau, l'air, les sols, la santé, comme si chacun de ces éléments n'interagissait pas l'un sur l'autre. Alors oui, bien sûr, l'expertise scientifique est nécessaire, mais le résultat est là, et il n'en demeure pas moins dommageable. La situation n'est pas appréhendée dans sa globalité. Et ce qui est vrai des scientifiques est vrai, et c'est peut-être plus grave encore, des personnes en responsabilité sur les territoires. Aucun d'entre eux ne peut connaître entièrement les situations auxquelles sont exposées les populations et encore moins travailler à des améliorations possibles. Vous l'avez sûrement constaté, mesdames et messieurs les jurés, quand survient un accident ou un problème, il n'y a pas de réponse coordonnée. Chacun lance sa solution, sans semble-t-il de stratégie claire et partagée. Prenez l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Nous sommes le 26 septembre 2019, les Rouennais apprennent qu'un incendie s'est déclaré dans la zone de stockage de cette usine qui synthétise et stocke des produits chimiques phosphorés et organosulfurés destinés à être utilisés comme additifs pour des lubrifiants. Une épaisse fumée noire s'élève, se répand sur plus de 20 km. Les habitants s'inquiètent. L'air qu'ils respirent est-il pollué ? L'eau qui coule de leur robinet présente-t-elle un danger pour leur santé ? Les mesures sont annoncées. Confinement, fermeture d'écoles, suspension de certaines activités agricoles. Cela ne fait que renforcer l'inquiétude. Mais vers qui se tourner ? Faut-il contacter l'ARS, la DREAL, l'ANSES, SPF ? Vous êtes perdus dans cette forêt d'acronymes ? Eux aussi. C'est donc vers leurs élus que les citoyens se tournent. Mais les élus, à Rouen comme ailleurs, sont insuffisamment formés sur ces enjeux très techniques. J'en arrive à ma conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Non, tout n'est pas sous contrôle. Les habitants sont inquiets et en colère. Vous, Mesdames et Messieurs les jurés, Mesdames et Messieurs du public, vous êtes inquiets et en colère.
Vous n'entendez parler de pollution industrielle qu'en cas de problème flagrant ou lorsque des scandales sont révélés par la presse. Vous êtes inquiet pour votre santé et pour celle de vos enfants. Vous êtes inquiet pour les territoires où vous habitez. Et vous êtes en colère, car ces inquiétudes pourtant bien légitimes ne sont pas entendues. Chaque jour, vous constatez des changements dans votre environnement. Pourtant, on explique que vous avez tort, que tout est sous contrôle. Alors je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Mais si nous le voulons, nous devons arrêter de considérer que le ressenti et le quotidien des riverains ne sont pas des sources d'informations respectables. Certes, ce ne sont pas des experts officiels. Ils ne font pas partie de la communauté scientifique. Ils ne sont pas mandatés par les pouvoirs publics. Mais leurs observations constituent néanmoins des faits vérifiés et tangibles. Il y avait Pierre Rosanvallon ce matin sur France Inter. Pierre Rosanvallon, il passe de la question d'être concerné. Qu'est-ce qui se passe quand on est concerné? Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées et qui deviennent des formes d'experts profanes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, les citoyens sont prêts à être traités en adultes. Ils veulent que l'on écoute leur voix. Imaginez un monde où les experts prendraient en compte les observations des habitants. Les riverains n'auraient plus besoin de se battre pour prouver la pollution de leur environnement. Ils seraient écoutés, leurs questions auraient des réponses et leurs contributions seraient prises en compte dans les décisions. Nous en sommes aujourd'hui, même s'il y a des progrès, on l'entendait encore en introduction de cette journée, selon moi, très loin. Le nombre de contentieux sur ces sujets ne cesse, hélas, d'augmenter. Mesdames et messieurs, les jurés, je vous le demande, rappelez-vous tous les environnements touchés par les pollutions industrielles. Rappelez-vous toutes les vies gâchées, les projets d'avenir brisés. Posez-vous intimement la question, pourriez-vous vivre sereinement à côté d'un des 1300 sites Seveso en France? Comment réagiriez-vous face au noir sur le linge qui sèche, sur les fenêtres et sur les meubles de jardin, face à la toux incessante de votre enfant dont aucun médicament ne peut venir à bout, face à l'impossibilité de boire l'eau de votre robinet? Peut-être n'y avez-vous encore jamais été confronté, mais êtes-vous sûr de n'avoir jamais respiré de particules fines, de n'avoir jamais bu d'eau chargée de métaux lourds, de n'avoir jamais mangé de légumes cultivés sur des sols pollués? Alors, je sais que Maître Mola essayera de vous expliquer que des efforts ont été faits, que l'on peut améliorer la réglementation et les pratiques industrielles. Mais ne vous laissez pas convaincre. Ne la laissez pas vous amadouer. Nous sommes tous des riverains, nous sommes tous concernés. Je le dis et je le redis et je le redirai encore, les pollutions industrielles sont loin d'être sous contrôle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Maître Maître Brachet, pardon. Merci pour cette intervention. J'appelle donc Maître Mola, si vous voulez bien venir. La parole est à l'avocate générale. Maître, nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, Monsieur le juge, mon propos sera simple et se bornera à regarder la vérité en face. Les pollutions industrielles sont contrôlées et donc on peut estimer qu'elles sont sous contrôle. Oui, ce contrôle, strictement appliqué, s'est adapté au fil du temps pour s'approcher des questions que la science nous permet de connaître. C'est une démarche d'amélioration continue et c'est ce que je vais vous démontrer. Première pièce à conviction, Monsieur le juge, le rapport sur les contrôles et les sanctions de l'ANSES. En termes de contrôle d'abord, près de 23 000 inspections ont été réalisées sur l'année 2022. Suite à ces inspections, les préfets ont signé 70 fermetures d'installations, 12 exécutions d'office et 4 appositions de scellés. Ces sanctions ne concernent donc que 0,37% des installations. C'est ce qu'on peut qualifier de marginal. Ce qui est en revanche pas marginal, c'est le chiffre de 23 000 inspections. C'est absolument gigantesque. Et ce chiffre pourrait être mis en regard des évolutions réglementaires qui démontrent l'adaptation constante et croissante des industriels et de l'État pour réduire considérablement ces pollutions. Par exemple, les émissions de soufre ont diminué de 83% entre 1990 et 2015 du fait de l'amélioration des process, de la réglementation et des évolutions énergétiques. La réglementation a aussi permis de baisser les seuils des émissions polluants. Et on ne parle pas suffisamment des mesures pour améliorer la qualité de l'air. Si chaque citoyenne, chaque citoyen connaissait l'intégralité du droit en la matière, des contraintes et des précautions qui encadrent les pollutions industrielles, je suis convaincue que nous n'en serions pas là. Alors,
d'où vient ce sentiment, ce manque de contrôle. L'un d'entre vous me disait dans la salle que ces sujets techniques sont souvent austères et donnent le sentiment d'une volonté de dissimulation. J'ajouterai qu'à mon sens, c'est le secret industriel qui entoure ces sites stratégiques qui génèrent de l'opacité et donc de la défiance. C'est la nature humaine. Quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, on a peur, on se méfie. Et cela vient de très loin. Marcel Pagnol aimait à dire « Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par la machine à coudre et ça finit par la bombe atomique. » J'aimerais lui répondre aujourd'hui par la plume acerbe d'Alphonse Allais. Quand une idée est dans l'air, il faut s'en méfier. Et des idées reçues, il y en a beaucoup sur les industriels, sur les pollutions, des caricatures, parfois à la limite des théories complotistes. Pour rappel, 90% des pollutions atmosphériques sont d'origine naturelle, sont liées aux incendies, aux volcans notamment. Et les pollutions liées à l'activité humaine, hors industrie, génèrent énormément de pollution. C'est le cas du chauffage, par exemple, ou de la voiture. Prenez récemment cet article de la presse nationale qui titre sur le record mondial de TFA, les records d'acide trifluoroacétique. Selon les journalistes, la ville la plus polluée du monde serait une ville française. Est-ce de la rigueur journalistique d'exposer les faits ainsi? Est-ce une manière d'avoir un débat apaisé? Les réseaux sociaux, la presse, les associations de défense de l'environnement cherchent parfois le scandale. Et le problème est avant tout celui d'une mauvaise communication. Il y a donc de l'opacité, de la défiance, mais l'un d'entre vous me disait également comment rassurer objectivement tout en partageant les incertitudes inhérentes à la science, et en particulier à la toxicologie. Est-ce que tout le monde devrait participer à la conversation? Bien sûr, mais est-ce que tout le monde peut participer à la conversation? Les pollutions font appel à la chimie, à la physique et désormais à l'informatique pour les besoins de modélisation spatiale et temporelle de la distribution des composés. Êtes-vous toutes et tous pleinement conscients, ici dans cette salle, que la toxicité d'un métal dépend de sa spéciation? Tout le monde ici est au clair sur la difficulté de mesurer les sous-produits de chloration issus du rejet d'hypochlorite de sodium dans l'eau de mer? On parle ici d'émissions de polluants, de leur transformation au cours de leur transport, de leur transfert entre différents milieux, leur voie d'accès à l'humain et leur action parfois très indirecte sur l'organisme. Toutes ces étapes nécessitent un haut niveau d'expertise pour pouvoir émettre un avis. C'est beaucoup trop technique pour être sous le contrôle de toutes et tous. Alors on ne peut pas évoquer tous les sujets avec tout le monde. Il manque des bases scientifiques solides aux riverains pour être à la table des négociations. Et j'assume de dire que ce contrôle doit être opéré par des personnes expertes. Et nous n'avons d'autre choix que de leur déléguer notre confiance et donc de réfréner notre défiance. Au-delà de ces émissions de polluants, il y a aussi la question des pathologies. Comme l'a justement rappelé Maître Brachet, les 350 000 substances en jeu dans ce débat ne sont pas toutes documentées et leurs effets et toxicité ne sont pas connus. Les sources sont multiples, les pathologies étudiées sont multifactorielles et dépendent des fragilités individuelles. Quand on étudie la plupart des cancers, par exemple les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète, l'ARC, la Fondation française dédiée à la recherche sur le cancer nous dit qu'ils sont multifactoriels par essence. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces experts affirment que l'apparition de ces maladies dépend de notre style de vie, avec une très forte influence du tabagisme, de la consommation d'alcool, de la pratique d'une activité physique régulière et bien sûr de la qualité de notre environnement. Pour réaliser une étude d'imprégnation ou épidémiologique, cela implique d'interroger chaque personne sur son alimentation, ses loisirs, sa façon de se déplacer, ses addictions, la composition de ses meubles, la date de construction de son domicile, etc., etc. Dès lors, quelle est la solidité de la connaissance produite sur le lien entre pollution et maladie? Vous le savez par ailleurs, il n'est pas possible d'étudier toute configuration qui pourrait induire un effet cocktail potentiel.
Nous devrions faire des tests entre chaque combinaison de molécules existantes sur notre planète, chaque risque en matière de dosage. Monsieur le juge, la pièce à conviction sur la mise en œuvre de la réglementation européenne REACH. Cette mise en œuvre a déjà coûté 65 millions d'euros pour comprendre l'impact et les potentiels effets cocktails sur 423 substances cataloguées. Aller plus loin reviendrait à condamner l'industrie. Le coût de la recherche sur chaque molécule serait beaucoup trop élevé et conduirait inévitablement à la fermeture des installations. Par ailleurs, est-il même possible d'agir alors que des années sont nécessaires pour analyser tel ou tel effet, que le déclenchement de pathologies est parfois tardif? Il est possible de tout contrôler, mais il est impossible de tout maîtriser. Alors le risque zéro n'existe pas. Nous pourrions débattre démocratiquement de ce que cela induit. À quelles conditions sommes-nous prêts collectivement à accepter ce risque? Est-ce que le lot d'avantages et de confort que génèrent ces industries rend son coût social et environnemental acceptable? Si je suis devant vous ce matin, c'est parce que je suis convaincue que ce n'est pas d'un procès des pollutions industrielles dont nous avons besoin, mais d'un plaidoyer, d'un mouvement commun pour renforcer les moyens humains et financiers alloués et amplifier les vrais efforts réalisés ces dernières années pour concerter, pour dialoguer. Je cite ici, par exemple, le plan d'action interministériel sur les PFAS, les réunions de concertation interministérielle sur les sites et sols pollués, les espaces d'échange locaux, comme le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles ou encore la commission de suivi de sites. Alors, mesdames et messieurs, les jurés, regardez le chemin parcouru. L'immense majorité des installations respectent les lois et sont contrôlées. Pathologie multifactorielle, effet cocktail, il est possible de contrôler, mais impossible de tout maîtriser. Le problème est avant tout celui d'une mauvaise communication. Mais le risque zéro n'existe pas. Le risque est inhérent à ces activités, dont nous n'avons pas décidé pour l'instant de nous passer. Ce sujet est beaucoup trop technique et nous n'avons d'autre choix que de faire confiance. Condamner, au regard de tout ce qui est déjà effectué, serait injuste et injustifié. Je vous remercie. Merci à vous, Maître Mola. Bien, mesdames et messieurs les jurés, mesdames et messieurs, nous venons d'entendre les plaidoiries de Maître Brachet et de Maître Mola, complétées de vos arguments, de vos exemples. Je vous remercie pour ce travail collectif. Avant que la Cour ne se retire quelques minutes pour délibérer, je lui rappelle que l'objectif de ce tribunal est d'ouvrir une discussion, un dialogue entre parties prenantes qui ne saurait se conclure aujourd'hui. Dès lors, plus qu'un verdict pour ou contre, c'est de préconisations pour la suite que nous vous demandons aujourd'hui de nous livrer afin d'avancer sereinement et collectivement. Merci à tous. J'invite la Cour effectivement à se retirer pour délibérer. Mesdames, Messieurs, je vous demande quelques minutes et puis nous pourrons enfin passer au verdict. Messieurs, je vous demande de vous lever pour accueillir les jurés. Mesdames, Messieurs les jurés, je vous invite à rejoindre vos sièges.
Merci, vous pouvez vous asseoir. Mesdames, Messieurs les jurés, je vous demande de livrer votre verdict. Monsieur le juge, voici nos préconisations à plusieurs voix. Alors, en matière de pollution industrielle, nous faisons le constat d'une défiance des habitants à l'égard de la puissance publique, des industries et des experts. Cette défiance est fréquente, notamment lorsqu'une contamination est révélée par une association ou la presse, plutôt que par les autorités. Et derrière cette défiance se cache souvent l'inquiétude des habitants, mais aussi leur exaspération, lorsqu'ils ne sont pas entendus et lorsque leurs questions légitimes obtiennent pour réponse ces quelques mots « tout est sous contrôle ». Tout est sous contrôle. Cette expression, soi-disant rassurante, est trop régulièrement utilisée. Elle infantilise là où les habitants demandent à être écoutés, pris au sérieux et associés aux études. Elle produit du doute là où les habitants demandent à disposer d'expertise pour comprendre et éventuellement critiquer. Et plus grave, elle génère de la colère là où les habitants pourraient se mettre en action et adapter leur comportement à la situation. Cette défiance, pourtant, n'est pas vaine. Elle est le signe tangible que les habitants sont concernés par ces questions, qui les touchent au plus profond de leur existence, dès lors que ça pourrait mettre en péril leur santé et celle de leurs proches. Mais aussi parce que les pollutions affectent durablement de nombreux usages et des activités physiques liées à l'environnement et à la biodiversité. La consommation de l'eau, la pêche, le jardinage ou la cueillette. Les acteurs de la prévention des risques accidentels savent bien que cet intérêt citoyen est difficile à déclencher. Il est cependant une des clés de réussite de toute politique publique de prévention. Concernant les risques chroniques, la mobilisation des habitants est importante sur de nombreux sites atteints par des pollutions actuelles ou anciennes. Cette mobilisation est un atout qui appelle une attention. Elle est un atout parce qu'elle pourrait faire émerger une population consciente des forces et faiblesses de son territoire. Une population qui pourrait adapter ses habitudes, son comportement en fonction de la réalité et habiter pleinement son territoire. Ainsi, l'engagement des citoyens est crucial pour augmenter les capacités d'observation, de suivi, d'alerte, de compréhension et d'analyse de sujets complexes, alors même que les connaissances scientifiques sont loin d'être complètes. Il est nécessaire de prendre en compte d'autres formes de savoir, basées sur l'expertise d'usage, les savoirs profanes ou locaux. Ainsi, la Cour juge qu'il est impératif de prendre en compte les questions et perceptions des habitants et qu'il est temps d'ouvrir le champ des connaissances des pollutions industrielles à d'autres formes de savoir. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le dialogue sur les pollutions chroniques et accidentelles est nécessaire, mais le fonctionnement actuel, en silo, ne le permet pas. Sans incitation à organiser le dialogue entre les acteurs, chacun joue son rôle de son côté. À ce jour, nous sommes surpris de constater qu'il existe peu d'espaces adaptés à l'échelle nationale ou locale où peuvent être partagés, discutés et mis en confrontation ces différentes approches et connaissances. Lorsqu'une crise éclate, les collectivités sont prises en étau entre les riverains et les acteurs économiques. Elles sont obligées de sortir du rôle dans lequel on les cantonne, voire d'endosser des responsabilités qui ne leur relèvent pas entièrement de leurs compétences. Au-delà de la difficulté à engager un dialogue avec les parties prenantes, plusieurs freins se présentent à elles. Le nombre d'acteurs est important. Les rôles de chacun sont parfois difficiles à identifier. L'accès aux données environnementales est compliqué et leur compréhension met à distance les collectivités qui n'ont pas toujours les agents qualifiés. Les moyens sont limités, tout particulièrement pour les collectivités de petite taille. Les collectivités manquent d'un état des lieux et d'une vision de l'ensemble des contaminations, eau, air, sol, pour définir et prioriser leurs actions. Elles ont des responsabilités lourdes, en particulier sur des compétences essentielles en matière de salubrité, de sécurité et d'ordre public. Pour autant,
Seul l'État peut élaborer une politique de santé publique et de prévention contre les pollutions industrielles. Certaines collectivités font le choix de l'action et ouvrent le dialogue autour de la recherche de pistes d'amélioration, de la définition de stratégies collectives mises au service d'une connaissance territoriale qui progresse. Dans ce contexte, de nouvelles formes collaboratives de recherche et d'action émergent sur les territoires de façon empirique, en suivant des processus multiples. Instituts éco-citoyens, observatoires de la santé, laboratoires territoriaux, etc. Ainsi, la Cour juge indispensable de redynamiser les instances du dialogue existantes. La Cour appelle à engager une réflexion nationale pour impulser des stratégies d'action adaptées aux contextes locaux. La mise en place d'instances de dialogue au service de la construction de stratégies collectives est nécessaire. Nous sommes convaincus qu'à terme, ce seront des approches gagnantes pour tous les acteurs. Pour qu'un dialogue constructif ait lieu, il est nécessaire d'instaurer un climat de confiance et que chaque partie prenante abandonne sa posture et les préjugés parfois portés sur les autres acteurs. Travailler ensemble sur la question difficile des pollutions industrielles demande beaucoup d'attention pour comprendre les exigences et les contraintes respectives. C'est un travail tout en nuances qui nécessite une acculturation réciproque pour que la confiance puisse s'installer. C'est un travail exigeant qui s'inscrit sur le temps long. L'anticipation. L'anticipation est également un facteur de réussite important. Le travail doit être engagé en amont des crises, car ce n'est pas pendant une crise qu'on définit des stratégies pérennes dans un climat de tension ou dans l'urgence. N'attendons donc pas de faire face à un événement majeur pour engager ce travail collectif. De telles démarches ne s'improvisent pas. Elles doivent être structurées au niveau national et s'inspirer de méthodes qui ont fait leurs preuves. Par exemple, la méthodologie déployée pour la prévention des risques accidentels dans le cadre de la mise en place des PPRT a établi des principes que l'on pourrait mobiliser. Définir une stratégie basée sur la concertation et le dialogue. Faciliter la compréhension des notions de risque, aléa, enjeu, vulnérabilité et leur caractère évolutif. Permettre à tous les acteurs concernés de mieux comprendre et appréhender la complexité des problèmes et la multiplicité des facteurs. Identifier les spécificités locales et prendre en compte les éléments importants du territoire pour ne pas se limiter aux données strictement mesurables. Mettre en commun des données, des expériences, des connaissances, des réflexions, des compétences, et les faire progresser ensemble pour arriver à une connaissance partagée du territoire. Sur l'exemple des risques accidentels, la Cour demande à ce que les pollutions industrielles soient reconnues et appréhendées en amont des crises et dans des lieux de concertation dédiés, afin d'élaborer des stratégies applicables au quotidien et en cas de crise. Évaluer les pollutions et leurs effets est complexe. Il existe une multitude de substances. Elles peuvent se transformer, se combiner, migrer d'un milieu à un autre. L'imprégnation humaine dépend également des usages de l'environnement et des comportements individuels. On ne peut jamais tout savoir, mais l'expert peut aider chacun à mieux comprendre les risques pour mieux les gérer. Le travail d'expert doit toujours partir d'une question clairement posée. Dans une situation de crise locale, cette question doit être formulée collectivement, plutôt que par une seule partie prenante, comme c'est le cas dans le cadre réglementaire. C'est ainsi de la responsabilité du collectif de poser là où les bonnes questions,
de s'assurer qu'elles correspondent aux inquiétudes exprimées et s'inscrivent dans une démarche partagée de prévention des risques. Pour accompagner cette réflexion collective, les experts doivent s'appuyer sur une méthode rigoureuse et faire preuve de pédagogie, de transparence. L'objectif de l'expertise n'est pas seulement de savoir ou de comprendre, mais aussi d'aider chaque partie prenante à décider et agir face aux risques. Pour y parvenir, les acteurs concernés doivent absolument s'impliquer tout au long de la démarche et s'approprier les résultats pour en faire quelque chose. Il faut savoir reconnaître les limites de l'expertise. Les études nécessitent des moyens et du temps, souvent plusieurs mois, voire des années. Ce délai est souvent trop long par rapport aux attentes en situation de crise, ce qui peut générer des tensions. L'expert est également limité par les outils dont il dispose, par ses propres compétences. Malheureusement, aucun expert n'a réponse à tout. Enfin, le travail des experts requiert des données, en particulier sur le territoire concerné. Des données existent, des études sont réalisées chaque année, notamment pour la surveillance des ICPE et la surveillance des milieux. Les mutualiser et les exploiter au-delà du strict cadre réglementaire permettrait de partager une meilleure vision des situations à l'échelle des territoires. Des expériences ont montré que c'est possible. La Cour prend acte que les pollutions industrielles sont complexes et méconnues. Pour aider à les comprendre et à agir face aux risques, la Cour préconise d'intégrer l'expertise au sein de démarches collectives mobilisant l'ensemble des parties prenantes. En conclusion, la Cour répond que la perspective de tout contrôler dans le domaine des pollutions est illusoire. La gestion des pollutions industrielles est un processus de construction collective, tant de la connaissance que des choix de gestion. La Cour a entendu les demandes sociétales de transparence, de travail collectif, d'associations plus importantes des habitants, tant au processus de construction de la connaissance que de prise de décision stratégique. Nous devons rester ouverts à toute forme de dialogue, à l'écoute des propositions pour faire évoluer les dispositifs existants, tels que les commissions de suivi de site et le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. La gestion des crises est toujours un moment difficile pour chaque partie prenante, et nous adhérons pleinement à l'idée d'anticiper, en amont, la construction d'un dialogue territorial réunissant l'ensemble des acteurs concernés. Il faut donc se fixer comme objectif de mettre l'autorité de l'État au service d'une construction commune. C'est une exigence qui demande aussi du temps et de l'investissement humain et financier dans la durée. Faire autorité sur les sujets complexes des pollutions chroniques se construit en travaillant tous ensemble. La réglementation et le contrôle de sa bonne application demeurent des piliers de notre action. Mais la réglementation reste un outil à adapter tant à la complexité des situations qu'aux spécificités des territoires. La Cour prend acte que beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, certes, mais aussi dans les échanges préparatoires qui ont conduit à porter collectivement la problématique des pollutions industrielles dans le cadre de ce tribunal des idées. Le travail mené par le groupe de réflexion, qui porte ce verdict, révèle que les points d'accord ont été plus importants que les points de désaccord. Cela montre qu'il est possible d'avancer ensemble sur ce sujet. Merci. Je déclare maintenant cette audience close. Je remercie les membres de la Cour pour cette position. Merci à toutes et tous d'avoir contribué, d'avoir accepté de jouer dans ce tribunal et d'avoir porté votre expertise à la réflexion collective. Merci à l'équipe de Bluenove, merci également à l'équipe d'Amaris, à l'ensemble des membres du jury, aux témoins pour ce travail collaboratif, collectif, qui a su mettre en place un dialogue entre parties prenantes sur un sujet qui n'est pas toujours évident, qui peut être souvent source de confrontation. Donc bravo à eux, et pour cela, je vais vous demander de les applaudir à nouveau pour l'ensemble du travail accompli.